Comment accepter sa future mort? C'est le sujet du jour avec un invité non des moindres, Rodolphe de moncapitaine.com. Vous allez voir, il a une histoire complètement what the fuck, complètement incroyable. J'ai adoré le personnage. En plus, c'est un gars avec une générosité énorme. Vous allez voir qu'en plein milieu de l'épisode, il vous offre un cadeau, mais juste incroyable. Franchement, merci à lui encore, merci Rodolphe pour cela. On se retrouve tout de suite de l'autre côté du générique pour décomplexer la mort, parler de ce sujet en toute sérénité, se lâcher la grappe sur ce sujet et l'aborder avec beaucoup plus de douceur et d'amour pour kiffer la vie. À tout de suite les amis. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi. Salut mon Rodolphe. Salut Julien, ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. Alors, j'adore toujours ce moment où on se redit salut, alors qu'on parle depuis déjà 20 minutes. Mais pour le bien du podcast, on se redit salut comme si on se découvrait. Mais bon, vous vous en doutez, hein, ça fait déjà un quart d'heure, 20 minutes qu'on parle avec Rodolphe. Et c'était déjà passionnant juste avant. Comment tu vas? Bah écoute, très très bien. C'est le lendemain de mon anniversaire et je sors d'un week-end incroyable d'anniversaire et je suis reposé. Je commence ma semaine avec des batteries chargées et ça fait vraiment du bien. C'était le 11 novembre Excellent. et c'est pour ça que c'est férié. Ben, bien sûr que c'est pour ça que c'est férié. Je me suis toujours demandé pourquoi le 11 novembre est férié, je ne savais pas. Voilà. Tiens, Alors mon père était très fort parce qu'il m'offrait à chaque 11 novembre, à chacun de mes anniversaires, il m'offrait un défilé militaire. Franchement, il est fort ce papa. Ah oui, bah, au moins il t'a mis dans le bain, hein. Oui, c'est vrai, il m'a mis dans le noir, c'est vrai. Non, non, mais il avait le bras long, en tout cas, pour organiser ça. Beau gosse. Et bah, écoute, bah, joyeux anniversaire. Hein. Vous Merci. le marquerez sous le podcast, hein, les amis. Hein, on compte sur vous. On vous souhaiter un bel anniversaire à Rodolphe. Et bah, écoute, pour les gens qui te découvrent, je vais te laisser un peu te présenter. Déjà, alors, tu me racontes pas toute ton histoire. On va y aller après. Juste Ouais. ce que tu fais actuellement. Vous allez voir, il a une activité qui est complètement incroyable. Quand on a discuté, j'ai dit non, mais attends, faut que tu viennes parler de ça. C'est complètement fou. Et surtout, ce qui t'a amené à faire ça. Parce que bah, dans les gens qui nous écoutent, il y en a très souvent qui se disent est-ce que je pourrais lancer mon activité? Ah oui, mais ça, c'est pas un travail. Ah non, mais ça, je peux pas gagner d'argent avec. Ah, gna, 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 et tout le bon gros bullshit qu'on peut se raconter. Et j'aime recevoir sur ce podcast des gens comme toi qui viennent faire taire toutes ces croyances par l'exemple. Donc, Rodolphe, que fais-tu et qui es-tu? Alors, qui je suis? Moi, je suis né le 11 novembre déjà, et je suis né en Polynésie, même si ça se voit pas trop. Non, pas du tout. J'ai pas une gueule de Polynésien. Et j'ai vécu en Afrique longtemps, j'ai vécu en Amérique du Sud, j'ai vécu en Europe hors de France. Euh, et, et en fait, j'ai eu un passé militaire pendant 15 ans. J'ai accompagné des dirigeants d'entreprise pendant une dizaine d'années. Et ce que je fais actuellement maintenant, c'est que j'organise des aventures pour ces dirigeants-là ou pour leurs équipes sur un voilier vieux gréement, dans le désert du Sahara, en haute montagne, dans des igloos ou en forêt pour découvrir des choses qu'on insoupçonnées sur soi et sur l'équipe qui nous entoure. Trop, trop bien. J'ai eu un petit bug quand tu l'as dit, parce que tu as dit, tu sais, sur un voilier dans le désert, virgule, il y avait la virgule, hein, Il y avait les virgules. Et Ouais, d'ailleurs, tu en reviens du ça peut être du désert. char à voile, hein. Oui, c'est vrai, ça pourrait. Tu en reviens du désert, là, justement, d'ailleurs. Ouais, j'en reviens, c'était avec un partenaire avec qui on a organisé ça. Ça a duré 5 jours et 5 jours incroyables, extraordinaires. En fait, le sujet, c'est qu'on leur fait vivre des aventures où ils savent pas ce qu'ils vont faire. Et en fait, c'est assez difficile de présenter ça parce qu'on leur dit, ça va être super,
Mais on vous dit pas ce que ça va, Hmm. ce qui va se passer. Voilà. Ouais, on a un peu ça avec les immersions 900. C'est toujours touchy entre faire un marketing qui soit assez transparent pour leur donner envie et en même temps laisser cette surprise que nous on aime dedans et qu'eux on adore en fait quand ils arrivent, tu vois, un truc con, premier épisode, ils sont venus, ils arrivent dans la cour, il n'y a rien, on va faire 1 heure d'intervention, ils ressortent, il y a une grue de 100 tonnes qui s'était montée et qui les attendait pour sauter à l'élastique, tu vois. Moi, j'adore ces moments-là où tu vois leur tête, là, tu dis, mais déjà, comment elle s'est installée et puis, mais pourquoi elle est là? Mais je ne saute pas, c'est mort. Et voici. Et ces moments de surprise, c'est hyper précieux. Et alors, Rodolphe, on s'est rencontrés dans un séminaire il n'y a pas si longtemps que ça. C'était, comment il s'appelle, notre ami Olivier Roland, si je ne dis Oui. pas de bêtises, hein, c'était ça, au Grand Rex. Euh, et et on s'est retrouvé à parler d'un sujet qui va être le sujet du jour. Voilà, il y a que des mecs comme nous là pour parler de la mort aussi facilement et aussi rapidement. Et on a commencé à parler de ce fameux sujet de la mort. Vous savez que moi, c'est un sujet qui m'a accompagné quand même pas mal de temps et puis qui continue de m'accompagner et sur lequel j'aime aborder. Et on a commencé à parler avec Rodolphe de justement cette façon d'amener notre futur mort. Comment un peu, alors je vais dire se confronter, mais c'est pas se confronter parce que on ne doit pas forcément s'y confronter à notre futur mort, au contraire. Mais on s'est mis à se parler de ce sujet-là et la discussion a commencé à être passionnante. J'ai dit, Rodolphe, faisons pause, on la finira sur le podcast parce que je pense qu'il y a plein de gens que ça peut aider et que ça peut inspirer et qui se mêlent à cette conversation. Alors c'est marrant, c'est marrant parce que parler de la mort, très peu de monde en parle vraiment. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est tellement tabou que souvent on élude dès qu'on commence à aborder ce sujet. Il y a une espèce de malaise qui s'installe, les gens savent plus où se foutre. Ils se disent merde, 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 il va falloir que je parle de choses qui sont vraiment intimes parce que, ou là on verse dans du, ah oui, et on verse dans du morbide. Et, et justement, en fait, non. La mort, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on avait commencé. C'est ce qui nous permet de nous sentir vivants, en fait. Et c'est une vraie réflexion sur la mort nous permet de passer à l'action. Parce qu'en fait, si je comprends bien, ton podcast, il incite les gens à faire ce qui les fait kiffer, mais surtout à passer à l'action sur ce qui les fait kiffer. Je fais tout pour, en tout cas. Je fais de mon Et mieux. ben, moi, ça m'a inspiré. Quand tu m'as dit ça, je dis, avec plaisir, je viens en parler sur ton podcast. Parce que le passage à l'action, c'est un de mes leitmotifs. J'ai une phrase fétiche qui dit, la joie de l'âme est dans l'action, et c'était la devise du maréchal Lyotet. Et c'est vrai que la joie de l'âme est dans l'action. Et quand on passe des journées chez un psy ou chez un coach, c'est bien, c'est nécessaire parfois. Mais le plus important, c'est de mettre en place des actions qu'on met en œuvre. Et la confrontation à la mort, le fait de se rapprocher de la mort ou de prendre conscience que la mort peut être là, de prendre conscience qu'on est vivant, c'est ça qui fait toute la différence. Ah, je suis entièrement d'accord. Je te rejoins aussi sur le côté accompagnement. Moi, c'est pour ça que plus ça va, que je m'oriente sur ce qu'on appelle du fast coaching. C'est-à-dire que je Mm. ne vais plus faire d'accompagnement sur 6 mois, 9 mois ou quoi. Je y arrive plus. Tu vois, les plus grands que j'ai, c'est 3 mois. Et Ouais. puis, je me suis perfectionné vraiment à ça pour aller encore plus en profondeur, plus rapidement, plus vite sur les épisodes de coaching parce que moi, déjà, pour moi, pour mon kiff, moi j'aime les gens qui agissent, j'aime que ça bouge, voilà, j'ai envie de profiter de la vie un max et j'ai envie que les gens en profitent et se bloquent pas sur des peurs. Donc je te rejoins et ouais, les accompagnements trop longs, voilà. Je ne dis pas qu'il en faut pas, il faut tout pour faire un monde. Par contre, c'est pas dans mon énergie. Puis c'est vrai que sur les gens qui viennent dans nos événements ou voilà, ils viennent pas pour ça. Ils savent que Mm. ils vont être entourés de gens qui vont pas leur laisser le choix, qui vont leur mordre les mollets et puis et le but c'est que ça bouge quoi. Donc les autres Alors, seront malheureux. c'est marrant que tu me dises ça parce que on peut se demander quel est le lien entre le coaching, l'action et la mort, en fait. Et en Mm. fait, il y a une composante de la mort qui est extrêmement importante dont il faut prendre conscience. C'est que la mort nous donne en fait, réfléchir sur la mort. Moi, je l'ai réfléchi parce que j'ai fait l'école de Saint-Cyr. Et à Saint-Cyr, on a des réflexions profondes sur de l'éthique, de la déontologie et sur la mort, sur le fait de pouvoir donner la mort. C'est un métier où on peut donner la mort de manière légale. On peut la recevoir.
il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut recevoir la mort, où on peut la faire donner, c'est-à-dire qu'on a des subordonnés avec qui on travaille, à qui on confie une mission, et si jamais on leur donne des consignes qui font qu'ils ouvrent le feu à partir d'un certain moment, où on leur dit ouverture du feu, on peut leur donner l'ordre de donner la mort, où ils peuvent la recevoir eux aussi sous notre responsabilité. Du coup, on a quand même cette charge de la responsabilité. C'est ce mot-là, c'est le mot de la responsabilité. La mort nous fait prendre conscience de notre responsabilité dans la vie. Qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, moi je crois en mon ange gardien. Mon ange gardien, il est là pour me protéger et il est là pour s'occuper de moi. Mais en fait, ce que je dis à mon fils, j'ai un fils de 8 ans, je lui dis la même chose et je lui dis, il faut savoir lui demander des choses à ton ange gardien. Si tu lui demandes rien, il ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est super important. Moi, je lui parle souvent à mon ange gardien. Alors, on peut avoir une croyance, on peut croire en Dieu, on peut en croire en quel que soit son Dieu, en une entité supérieure, en quelque chose, on peut croire, on peut décider de ne pas croire, mais en fait, on croit qu'on ne croit pas. Bon, c'est un autre sujet. Mais en fait, le fait de demander, de verbaliser, c'est important. Et si on croit un ange gardien, une entité supérieure, Dieu, on peut imaginer que on a été fait à l'image de Dieu, ça c'est ce dans quoi j'ai été baigné, et que Dieu nous accompagne dans la vie. Il nous accompagne, il est à côté de nous. Et en fait, le fait qu'il soit à côté de nous donne une responsabilité dans la vie. Et en fait, cette responsabilité qu'on comprend dans la mort, qu'on a appréhendée à travers une réflexion profonde sur la mort qui peut arriver à chaque instant, quand je sors de chez moi, que je traverse la rue, je peux me faire renverser, je peux mourir, ou je peux mourir d'une attaque cardiaque, ou je peux mourir enfin, je peux mourir dans une minute, je peux être mort, ou, euh, ou dans 5 ans, je peux être mort, mais en fait, avoir réfléchi profondément à ce qui se passe, ne pas, euh, ne pas psychoter, ne pas avoir peur, en fait, mais se dire, c'est un prétexte pour que je prenne conscience de toute ma responsabilité de vivre. Hmm. Et trop souvent, le fait qu'on ait, j'ai parlé tout à l'heure de Dieu ou de mon ange gardien qui est à côté de moi et qui marche à côté de moi, c'est pas il est devant moi, c'est pas il est derrière moi, c'est il est à côté de moi, c'est j'ai une espèce de responsabilité d'agir parce que je vis. Et cette prise de conscience que la mort est omniprésente, présente, et que ça m'arrivera un jour, parce que c'est le jeu de la vie, ça fait qu'on a cette responsabilité de dire, je dois vivre. Et trop souvent dans notre quotidien, moi le premier, en fait, je me rends compte que je crée des plans dans ma tête, je suis dans le gouffre et les méandres de mon blog, de mes constructions d'aventures. Et en fait, je me dis, mais en fait, moi j'ai hâte de vivre. Ce matin, j'ai été faire une reco pour un client qui nous demande un truc un peu spécial. Donc, je suis allé, j'ai mis mes baskets, j'ai mis mon t-shirt de sport. Et je suis parti courir, regarder, filmer, prendre des notes, prendre des coordonnées, prendre des photos. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est génial la vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments de réflexion, il y a des moments d'action, et, et je peux dire que ce que je fais, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Et ça me fait kiffer d'autant plus que je ressens que j'accomplis une certaine responsabilité qui m'a été confiée par mon ange gardien, par Dieu, par ce en quoi je crois. Et que un jour, ça me sera retiré par la mort qui arrivera. Mais j'aurai vraiment exercé ce pouvoir de la vie qui m'a été confié. En fait, c'est vraiment ça. Hmm. Ouais, moi, j'aime beaucoup cette notion de ce que tu disais, hein, de donner du sens. Tu vois, on a besoin de donner du sens aux choses. Tu vois, comme tu disais là avec ton exercice, enfin, ta reco de ce matin, tu vois, mais dès qu'on fait les choses avec du sens, bah, ça a plus de sens pour nous aussi. Et je me suis rendu compte que souvent, on regarde quand on parle de la mort, on va dire, ah, mais ça n'a pas de sens, tu vois, qu'il soit parti, ça n'a pas de sens. Et c'est là ce qu'on appelle vulgairement la phase de deuil, hein, Ouais. de réussir à trouver un sens là-dessus. Et, euh, et d'ailleurs, sur mon chemin, moi, ça m'intéresse d'avoir ton histoire après là-dessus, parce que tu vois, moi, sur mon chemin, je me suis rendu compte que souvent on dit qu'on a peur de la mort, mais c'est compliqué d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, tu vois. Et la mort, bon, je vais dire personne, c'est pas vrai. Peu de gens, mais on n'a pas vraiment de données scientifiques vérifiables, quantifiables, si on veut aller là-dedans. Mais peu de gens l'ont réellement expérimenté, tu vois, pour te dire, il y a des expériences de MI, il y a plein de choses, effectivement. Mais
Donc c'est compliqué d'avoir peur de la mort vu qu'on n'a pas, on sait pas littéralement ce que c'est. Et donc en fait, ce qui est intéressant, moi je me suis rendu compte pour ma part en tout cas, c'est que derrière, c'est pas de la mort que j'avais peur, c'était de l'image que je me faisais de la mort, tu vois. Qui était, c'est quoi? Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est l'absence? Est-ce que c'est le néant? Est-ce que c'est l'absence de plus être au contrôle de quelque chose? Est-ce que c'est, tu vois, en fait, Mm. moi ça a été très salvateur pour moi d'aller vraiment travailler là-dessus, faire cet exercice de comprendre en fait c'était quoi la mort pour moi en fait. Parce que je disais que j'avais peur de la mort, mais c'est pas vrai en fait. Tu peux pas avoir peur d'un truc que tu n'as jamais vu et expérimenté. Et toi, justement, c'était quoi un peu ton histoire par rapport à la mort? Tu nous en as donné un bref aperçu là avec justement déjà ton parcours militaire qui fait que effectivement, ça te met face à tes responsabilités et puis face à ce sujet qui est dans le civil va être tabou, dans le militaire ne peut être tabou parce que Oui. c'est le quotidien. Mais sur la globalité de ta vie, tu vois, est-ce que tu as eu des moments justement qui ont été où il y a des prises de conscience plus importantes que d'autres, tu vois, sur ce sujet-là? Alors oui, parce que alors c'est marrant parce que on est tous entourés par la mort, parce qu'on a des ancêtres, on a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qu'on a connus plus ou moins et qui sont décédés. Et moi, c'est marrant parce que de temps en temps, je me dis, ah tiens, je prends mon téléphone, je dis, ah mais non, je ne vais pas appeler ma grand-mère, mais ça fait 15 ans qu'elle est morte, ma grand-mère. Donc en fait, j'ai juste l'impression qu'elle est encore là, un peu comme mon ange gardien. Elle veille sur moi et elle m'accompagne. Et en fait, cette façon de concevoir la mort, je l'ai acquise parce que j'ai vécu en Afrique longtemps. J'ai vécu en particulier à Madagascar pendant 2 ans. J'avais entre 11 et 13 ans. Et il m'est arrivé deux choses assez incroyables dans ce pays. C'est un pays que j'adore et que j'aimerais bien, enfin, dans lequel j'aimerais revoyager un jour. Euh, il y a une famille malgache. Mon père était officier déjà. Il était en poste de l'armée française détaché auprès de l'armée malgache pour faire du conseil sur leur organisation, sur la structuration de l'ordre et de la sécurité, avec la gendarmerie en particulier. Et il y a un colonel de l'armée malgache qui l'a apprécié particulièrement mon père et qui l'a invité à une cérémonie familiale, qui est une cérémonie de retournement des morts. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans certaines tribus de malgaches, ils ouvrent les tombeaux. Donc, c'est des tombeaux qui sont un peu spéciaux parce qu'ils sont dans une pampa paumée dans la brousse. Et il y a une pierre qui effleure, qui est en fait comme un iceberg, qui est une pierre qui est très profonde. Donc, on creuse pour atteindre en dessous de cette pierre et le caveau familial se trouve en dessous de cette pierre. Et je me souviens de ce père de famille, chef de famille, qui nous propose à mes parents de nous présenter sa famille. Donc mes parents disent oui et ils disent bah venez. Et on était quatre enfants, moi j'ai trois frères et le dernier avait 7 ans. Et mes parents ont dit bon ok, allons-y. Et on est descendu dans le caveau familial, qui est une pièce où il y avait des planches avec des personnages momifiés, un peu par la peau qui s'était posée sur les os petit à petit, puisqu'il n'y a pas d'air dans cet environnement. Et il nous a présenté sa famille. Et il nous a dit, voilà mon grand-père, je le reconnais parce qu'il n'a plus de dents. Regardez, ah, c'est trop marrant. Et là, je le reconnais parce que là, c'est mon oncle. Et quand il était petit, il avait joué au foot et il s'était cassé le bras. Donc, on voit la petite calcification sur le radius ou le cubitus sur le bras. Et là, c'est mon petit-neveu. Alors, c'est vrai, ça fait pas longtemps qu'il est décédé parce que voilà, et enfin, un corps d'un enfant de 13 ans. Voilà. Et il nous a présenté ça d'une Toi, manière. t'es dans ces âges-là en plus à ce moment-là. Ouais, moi, j'avais 13 ans. Voilà. Oh. Et en fait, ça paraît choquant. Et j'avais mon petit frère qui avait 7 ans derrière, hein. Donc, j'avais le petit frère. Donc, on était quatre, hein. Donc, un 2 3 4 je suis l'aîné. Et, et on peut se dire, mais waouh, c'est choquant pour des enfants de voir ça. Et en fait, la façon dont il nous présentait sa famille, ça lui faisait plaisir de nous présenter sa famille. Et ensuite, ils ont pris des linceuls, ils ont fait basculer des corps dans les linceuls, ils les ont donc empaquetés, en fait. Et sont sortis avec, ils les ont sortis un par un, et ils les ont emmenés danser avec eux. Donc, ils les ont sur les épaules, comme ça, là. Ça Et se ils dansent. décompose pas, ça tient. Enfin, ça...
Non, si, si, ça se décompose, mais du coup, nous en France, on appelle ça une réduction des corps. C'est très aseptisé comme façon de voir les choses. Une réduction des corps, en fait, c'est qu'il n'y a plus de place dans le tombeau familial, donc tu fais. Ouais. Tu mets tout. Enfin, c'est ça une réduction des corps, en fait. Tu fais exactement la même chose. Donc eux, ils font aussi une réduction des corps, sauf que pour la faire, ils dansent avec leurs ancêtres. Et ils sont en train de boire un petit peu de tokagash. Le tokagash, c'est l'alcool local. Et ils en donnent un petit peu à l'ancêtre, pas trop, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Et ensuite, ils boivent un petit peu, ils sont là, et il y a de la musique à fond. Et l'ancêtre fait, enfin, toute la famille fait le tour, tout un tour traditionnel pour passer sur toutes les épaules de chacun et ensuite revient dans cet endroit et passe dans les strates inférieures et pour pouvoir laisser de la place à ceux qui viendront dans l'année, enfin dans les 5 ans qui vont venir, c'est tous les 5 ans. Voilà, donc c'est un peu spécial, c'est un peu spécial, mais en fait c'est présenté puis en fait à 13 ans, en fait, on se pose pas de questions, on n'a pas tous ces filtres qui nous ont été donnés par notre éducation, par notre culture, par la confrontation à la mort. Euh, enfin, voilà, on n'a pas ces filtres. Et comme c'est présenté d'une manière hyper naturelle, bah, du coup, moi, j'ai grandi avec une idée que la mort, je dirais pas que c'est cool, parce que c'est pas vrai, mais bah, la mort, ça fait partie de la vie. Et ben, quand on meurt, on passe à autre chose. Et ça, c'est un vrai enseignement. Ensuite, il y a une deuxième chose qui m'est arrivée pendant cette... et une troisième chose après, c'est une lecture. Tu me feras penser parce que je vais peut-être oublier. Une lecture qui met justement en perspective cette notion de la mort avec des poupées russes. C'est très intéressant. Euh, la deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que on a été impliqué dans ma ville qui s'appelle Antsirabe, euh, qui n'est pas la capitale, qui est à 3 heures de la capitale, à une révolution. Et la révolution faisait qu'il y avait des pillages dans toute la ville de toutes les maisons riches. Et bah, nous, en étant blancs, expatriés, on avait de l'argent, donc on était un peu potentiel cible. Et mon père, à ce moment-là, était parti à la capitale, donc à 3 heures de route pour son job. Et ma mère était partie avec une copine faire du shopping à 2 heures de route, à Fierna en dessous. Et donc j'étais le seul, le plus grand, responsable de mes trois frères. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ben du coup, moi, je sais que mon père m'avait montré que, il y avait un fusil de chasse, il y avait une vanne de long rifle, il y avait des cartouches qui étaient à tel endroit. Donc j'étais sur la terrasse et j'étais avec le fusil de chasse et j'avais les cartouches qui étaient alignées. Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mes frères, il faut que je les mette où? Comment est-ce que je structure? Comment est-ce que je dois réagir s'il y a quelqu'un qui rentre? Est-ce que je fais une sommation? Et en fait, il y a plein de choses qui se passent dans une tête d'un gamin de 13 ans. Sachant que mon père ne m'avait pas préparé à ça. Il m'avait juste dit, si jamais on part à la chasse, et en fait, on n'est pas chasseur dans la famille, donc du coup, on n'est jamais parti à la chasse pendant nos 2 ans à Madagascar, mais c'est juste que qu'il y avait ces armes à la maison qui sont aussi une manière de se défendre. Bon, bref. Mais bon, quand il y a un gamin de 13 ans qui prend une arme à feu pour se défendre dans une situation de crise, bah en fait, moi, qui étais le gamin à l'époque, je me suis vraiment posé la question en termes de responsabilité pour protéger mes frères et pour faire en sorte que bah, je ne sois pas là à user de ces armes. Et en fait, c'est juste la confrontation de savoir est-ce que je suis capable de, avec ces armes, de défendre mes frères pour éviter qu'on s'en prenne à ma famille, sachant qu'on ne sait pas comment ces mouvements de foule peuvent dégénérer ou peuvent évoluer. Il se trouve qu'il n'y a pas eu de violence du tout, parce que le peuple malgache est assez calme et pacifique, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hmm. Et puis on est quand même dans un pays qui est pas, où on ne connaît pas les codes vraiment. Ça faisait un an qu'on était là, mais voilà. Et il se trouve qu'ils n'ont pas du tout touché à notre maison. Voilà. Donc j'ai pas eu à m'en servir, mais du coup, j'ai eu cette démarche de me dire qu'est-ce que je fais, moi, en tant que responsable de trois autres enfants, à sachant que je suis un enfant moi-même. Voilà. Donc cette confrontation à une réalité que peu de monde peut avoir vécue en France, parce que c'est pas le genre de situation dans lequel on se trouve facilement, ça implique une prise de distance, une prise de recul avec la vie, où bah, on est beaucoup plus zen. Voilà.
Et si, j'enchaîne tout de suite avec l'histoire Avec sur le. l'histoire, vas-y, vas-y. J'avais lu un texte un jour qui m'a vraiment beaucoup parlé, où c'est un texte assez dur de quelqu'un qui souffre vraiment parce qu'il est en train de l'arracher. On a l'impression qu'il meurt, en fait, dans son texte. C'est tout le champ lexical de la mort, c'est affreux, on l'arrache à un espèce de havre de paix, d'une sérénité dans lequel il était. Voilà. Et en fait, il y a tout ce texte nous mène jusqu'à la fin, et la chute, on comprend que c'est un fœtus qui est en train de naître. Excellent. Et c'est magique parce que le fœtus est en train de parler. Ça, j'en ai des frissons quand je t'en parle parce que, en fait, lui, il est dans un cocon incroyable qui est dans le ventre de sa maman. Il est nourri à l'œil, tout va bien, on prend soin de lui, il y a de la musique, il entend des choses qui se passent à l'extérieur. Mais en fait, il est dans un environnement hyper safe, hyper sécurisé, hyper. Et là, on lui dit, eh hop, c'est le moment maintenant, faut y aller, faut que tu naisses. En fait, nous, on a l'impression qu'on naît, c'est génial. Mais si on se met de la perspective du fœtus, c'est juste affreux. Et en fait, je me dis, pourquoi est-ce que la vie, parce qu'on m'a posé la question, alors, est-ce que tu crois à une vie après la mort? Je dirais ça peut-être plus tard. Mais en fait, je crois à ces espèces de poupées russes. La poupée russe, on la connaît, de cette poupée russe, du fœtus, qu'on arrache à une situation confortable et pour qu'il puisse naître. Mais la vie, c'est super. Donc on se dit, mais c'est génial, regarde ce qu'il y a. En fait, le fœtus, il n'en sait rien de ce qui va lui arriver. Hmm. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas exactement la même chose pour ce qui se passe après? Donc en fait, à quoi ça sert d'avoir peur? Ça va nous arriver. Et une fois qu'on a pris ce recul, on se dit qu'on est peut-être en train de préparer autre chose de cette poupée russe suivante, dont on sait rien en fait. Une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on sait que ça appartient à la vie, et que peut-être le truc, le step suivant, c'est de justement d'être là pour essayer d'aider ceux qui nous ont été proches. Un peu comme moi, j'ai l'impression que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère sont là à côté de moi. Je sais pas. Et en fait, ça mérite réflexion. C'est quelque chose sur lequel il est important de réfléchir pour pouvoir avoir cette sérénité. Et cette sérénité, c'est exactement la même sérénité qu'on peut avoir dans le business, dans le fait de se lancer en affaires, de faire ce qui nous plaît vraiment. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à décristalliser, à faire ce qui me plaît vraiment aujourd'hui, qui est organiser des aventures. Parce que je me disais, mais qui est-ce qui va acheter des trucs dont je lui dis même pas ce qui va se passer? Qui est-ce qui va être intéressé parce que je suis instructeur commando par des trucs qui sont un petit peu engageants, même si en fait, la dernière fois, il y avait une femme enceinte de 7 mois qui est venue. Donc, c'est pas l'aspect physique qui est important, mais c'est l'aspect mental. Et en même temps, j'ai envie de mettre en avant cet aspect commando, mais j'ai pas envie de faire du survivalisme, à apprendre les gens à avoir peur en fait de l'autre et à se dire qu'ils veulent se replier sur eux-mêmes pour pouvoir survivre. Non, c'est pas mon ADN. Mon ADN, c'est euh, la vie est belle, il faut croquer dedans, et un des moyens pour pouvoir arriver à savoir ce qui nous fait kiffer, à savoir ce qui est important pour nous, c'est de vivre des choses qui sont intenses émotionnellement, qui sont intenses, qui sont engageantes, qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous mettent dans des environnements où on ne serait jamais allé. Et c'est là qu'on se sent vivant et qu'on arrive à identifier ce qui est vraiment important pour soi. Mhm. Et d'ailleurs, justement, en parlant de cette expérience-là, euh, tu as prévu un beau cadeau, tu m'as dit tout à l'heure là. Oui. Euh, que- Ah bah vas-y, je te laisse en parler, c'est mieux parce que franchement, écoute, tu es la première personne sur ce podcast à faire un cadeau aussi généreux. On a eu plein de gens qui ont fait des cadeaux sur cela, mais là, on parle d'un vrai beau cadeau et je te remercie énormément d'ailleurs pour ça. Et vas-y, je te laisse en dire plus et puis justement leur dire, mais en fait, qu'est-ce qui va attendre cette personne-là? Alors en fait, le cadeau, c'est que les premiers 2 et 3 avril, c'est 48 heures qu'on organise pour des dirigeants d'entreprise qu'on invite pour, leur faire vivre cette aventure
et pour qu'ils puissent réaliser ou comprendre ce qu'on fait pour ensuite emmener leurs équipes. Et je t'ai proposé de proposer un lot, une place à une personne qui serait tirée au sort. Le tirage au sort, on le fera le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est la fête des Saint-Cyriens. C'est la commémoration de la bataille d'Austerlitz à laquelle sont tombés les premiers Saint-Cyriens au champ d'honneur. Et donc, c'était assez symbolique de faire ce tirage à ce moment-là. Et, et voilà. Et pour pouvoir s'inscrire, c'est sur la page mon-capitaine.com/kiff, KI2FE. Voilà. Cool. Donc, Il vous y avez a un entendu formulaire. mon-capitaine.com/kiff, KI2FE. Allez vous inscrire, vous serez tiré au sort. Merci Rodolphe, c'est un super beau cadeau. Tu vas nous dire justement ce qui va. Donc, c'est à Marseille, ça sera sur le voilier? Ce sera sur un voilier au départ de Marseille. Incroyable, incroyable. 3 jours, donc franchement, merci pour eux. Et puis, on va diffuser ça pour faire connaître à fond ton aventure qui est juste incroyable. Tu voulais ajouter un truc sur ce sujet-là ou on revient à notre sujet précédent là? On peut revenir à notre sujet précédent. Alors, ouais, ce sera une aventure. Je veux pas en dire plus. Ah bah oui, non, c'est ton On côté peut, mystère. on peut aller regarder un petit peu sur le site internet. Il y a une vidéo qu'on a faite où on voit, il y a Ouais. certaines images, mais on dit pas tout. Voilà. Et c'est pas encore confirmé, mais peut-être que j'y serai aussi. Peut-être. On doit en discuter avec Rodolphe. Et ça dépendra de comment se passe la Guadeloupe. Oui. Et donc, ouais, déjà, merci pour tout ce que tu nous as partagé là sur ton histoire, sur tout ça. Si tu devais transmettre une seule clé sur ce sujet de la mort, justement, sur comment aborder sa propre mort, comment. On avait dit se confronter, mais j'aime pas ce mot confronter, encore une fois, c'est comme si on allait en opposition à la mort. Mais une seule clé sur comment aborder sa propre mort, quelle posture à avoir là-dessus, ce serait quoi pour toi? Alors, je te dirais juste une chose qui est que dès que ce mécanisme de la mort arrive, on sent à l'intérieur de soi une espèce d'angoisse, une peur. Et c'est la même chose en business, en fait. Quand on se focalise sur quelque chose qui nous fait peur, en fait, c'est un problème. Et le problème avec la mort, c'est qu'on ne peut pas passer à l'action pour pouvoir se confronter à la mort. C'est de la confrontation à la mort, c'est soit on se confronte à la mort et on est mort et on meurt, ou soit, enfin, il n'y a pas de confrontation pour moi à la mort. En fait, dès on a cette espèce de spirale de l'angoisse qui commence à arriver quand on commence à réfléchir à sa mort, à la façon dont on va mourir, à ce qu'on va laisser, à si nos enfants vont se débrouiller tout seuls. Faut juste se dire que quand on mourra, bah, on sera plus là pour pouvoir se préoccuper de ce qui va se passer, mais la vie continuera. Et du coup, plutôt que de se focaliser sur comment je réfléchis à ma propre mort, c'est de se poser les questions. À partir du moment où on a réfléchi à ça et on s'est dit, OK, bah, ça va arriver un jour et la vie continuera, c'est OK, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour vivre? Et qu'est-ce que je fais pour vivre si la mort arrive dans un an? On dit que la mort arrive dans un an. Est-ce que je peux être OK avec le fait de mourir dans un an? Donc la mise en perspective, parce que ce qui est assez dur avec la mort, c'est que c'est un côté aléatoire. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. On espère le plus tard possible, évidemment, quoique le plus tard et en bonne santé possible. Euh, et en fait, le fait de se donner une échéance et de dire, OK, si dans un an, la mort vient me faucher, est-ce que je suis OK avec tout ce que j'ai mis en place dans ma vie? Est-ce que j'ai pas encore un petit truc que je regretterais de ne pas avoir fait? Et il y a une perspective comme ça qui est assez forte, c'est d'imaginer quelqu'un qui est sur son lit de mort. Et en fait, sur son lit de mort, il regrettera jamais d'être resté une demi-heure de plus au boulot pour finir un dossier. En revanche, il regrettera peut-être un petit peu plus de ne pas être rentré une demi-heure plus tôt pour assister au coucher de son fils, de sa fille, de ses enfants, pour leur faire euh, un petit signe sur le front qui est le signe qu'on fait quand on
moi, je vais partager quelque chose d'assez intime quand même, parce que c'est ce que je fais à mon fils. Euh, je suis un peu ému là de parler de ça. Je vois. Merci. Euh, à mon fils, je lui transmets le fluide. Je lui dis, je te transmets le fluide. Quand il a eu 7 ans, je lui dis, je te transmets le fluide et je lui pose la main, je lui fais imposition des mains. Et il me dit, et du coup, il y a une espèce de fierté d'une part parce il a 7 ans, enfin, il a eu 7 ans, il a maintenant quelque chose que je lui transmets et je lui dis, je lui transmets ce que je suis et ce que ma famille est et de ce qui t'appartient bientôt. Parce que tu grandis et tu vas être un Barkhausen, qui est mon nom de famille. Tu es un Barkhausen et tu vas avoir tout cet héritage de nos ancêtres, de cette famille, qui est une belle famille. Et tu en es l'héritier ou tu en es un héritier. Et je te transmets toute cette énergie. Après, je suis chrétien, donc je lui fais une petite croix sur le front. Et, euh, et je lui dis, je t'aime et je te bénis, que ton ange gardien te protège et te garde et t'aide dans les difficultés. Hmm. Voilà. Donc, vous connaissez une bonne partie de ma vie intime avec mon fils. Je pensais pas partager ça aujourd'hui. Ouais, merde. Merci de nous partager ça. C'est très touchant et très beau à la fois. Et ça va être dur d'enchaîner là-dessus. C'est très très beau. Non. Non, mais surveille là parce qu'on va pas tarder à arriver à la fin du podcast. Oui. Et oh, dès qu'on parle des enfants, c'est Ah oui. moi, juste pour rebondir quand même sur ce que tu as dit là, justement, ça me parlait beaucoup parce que je sais plus si je t'en avais parlé, mais début d'année, j'étais pas mal malade et puis ça a duré plusieurs mois et il y a eu 3 semaines où j'étais vraiment dans le dur. J'étais 1 mois et demi alité et 3 semaines où, avec suspicion de cancer. Donc, il s'est passé 3 semaines entre le moment où un chir est arrivé vers moi d'une manière très délicate et m'a dit oh, bah là, c'est soit un cancer du poumon, soit un cancer du sang, soit une sarcoïdose avec beaucoup de délicatesse et m'a laissé avec ça. Et, bah, donc, on va faire une biopsie, puis après, vous aurez le résultat. Donc, après, il se passe 3 semaines jusqu'à pour la biopsie plus les résultats. Donc, 3 semaines à me dire, putain, il y a deux des solutions qui me présentent qui puent du cul, quoi, tu vois. Et, et ma coach m'a énormément aidé là-dessus. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de gratitude et parce que justement, elle m'a fait faire ce travail-là non, on va pas aller faire de la visualisation positive. On va pas aller faire du monde des bisounours. Là, on va aller voir. En fait, si c'est vraiment ça, voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu pars en paix? Comment tu vois? Et donc, c'était un chemin qui était un peu chaud et très intense. Mais je la remercie d'avoir fait ça parce que tu vois, ça me touche aussi à mon tour. Je la remercie d'avoir fait ça parce que ça m'a remis l'église au milieu du village sur pas mal de choses et des mauvaises directions que j'avais pu prendre à gauche, à droite. Ça m'a permis de voir que oui, dans mon pro, je suis hyper épanoui, je m'éclate et que j'ai une gratitude infinie pour mes clients, que j'ai aucun regret à cet endroit-là. Il y a plusieurs sujets comme ça où je me dis, putain, mais c'est horrible de se dire, enfin, pour moi, sur le moment, c'était presque horrible de me dire, je serais presque prêt à partir en paix, en fait, si ça doit se faire, quoi. Et par contre, toi, sur des détails, des fois, peut-être plus, alors c'est pas matérialiste, mais plus d'histoire de vie. Je me suis dit, tiens, j'avais toujours dit que je voulais voyager dans le monde, vivre dans différents endroits. Et putain, ça fait 40 ans que je suis là. Alors bon, j'ai fait une dizaine d'années à Paris, ouais, super. Je voyage beaucoup, mais j'ai pas vécu ailleurs. Et c'est là que je dis à ma femme, dès que ça commence à aller mieux, je dis, viens, on se barre. Puis on a commencé à regarder et tout. Et puis ma femme est assez folle pour me suivre dans tous mes délires à chaque fois. Mais, euh, mais ça s'est fait rapidement et on s'est dit, viens, on se barre en Guadeloupe. On se rend compte qu'on est bien quand on est là-bas. On ne sait pas ce que ça donnera, on verra. Mais là, on part en Guadeloupe. Mais c'est aussi dans l'optique de se dire après, on ne reste pas en Guadeloupe pour 30 ans. Tu vois, là, on a envie d'enclencher la machine et ça a remis des belles énergies, même sur le business, tu vois, de se dire putain, maintenant, on repense tout pour vraiment, on crée du pro où on peut aller dans cette vision-là, quoi. Alors, bien sûr, tu vois, on arrive dans la phase où les gens disent ah, vous avez trop de chance. Putain, bah non, non.
On n'a pas trop de chance parce que, on l'a créé cette chance, et deux, on en a chié, et deux, c'est passé par des moments très durs, puis ça l'est encore, hein, là, on en chie dur d'un point de vue logistique, financier et tout, parce que ça se fait pas en claquant des doigts comme ça. On crée cette chance, mais c'est grâce à l'hypothèse que je pouvais mourir vite, là, qu'il y a toute cette magie qui s'est mis en place. Donc, moi, je te rejoins énormément là-dessus. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller, parce que vous pouvez, hein, continuer à mettre les belles phrases achetées à Leroy Merlin, de la vie c'est maintenant, les machins. Moi, j'en vois plein des gens qui ont ça chez eux, c'est bien, c'est programmé. Ouais. Mais il y a un moment, il y a en parler, mettre une belle citation sur les réseaux sociaux, acheter un truc à Leroy Merlin et le faire vraiment. Vraiment, faites l'exercice d'aller vous confronter là vraiment à l'hypothèse de mourir dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. Parce que ça, en vrai, ça peut arriver en fait. C'est pas juste du blabla. Je vois sur les décès qu'on a eu autour de nous, et puis tu vois, j'ai encore enterré le père d'un pote la semaine dernière, là, pas plus tard que la semaine dernière. Bah ouais, en fait, ça peut arriver vite, et quand on s'y attend pas, et sur des trucs des fois complètement improbables. Donc ouais, le kiff, c'est maintenant, quoi. Enfin, Mm. Et c'est marrant parce que les problèmes prennent une tournure complètement différente à partir du moment où on se dit, dans un an, je meurs. ouais. Parce que du coup, il y a certains problèmes qui s'envolent. C'est plus Ah des bah oui, hein. problèmes. On se dit, mais en fait, j'étais en train de me tracasser avec ce truc-là, mais oh, Ah bah ça remet l'église au milieu du village, hein, c'est sûr. exactement, ouais. C'est sûr, hein. Là, le PowerPoint que tu devais rendre parce que ton chef y a, oh, bah, bizarrement, il est moins important. La pression que tu te mettais sur tel ou tel sujet, le regard des autres, ce qu'on pense de toi et tout. Mais alors, bizarrement, Mm. ça s'envole. C'est très, très. Non, non, franchement, la mort, elle a cette faculté de nous mettre face à, comme tu disais, à notre déresponsabilisation sur plein de sujets. Qu'est-ce que j'ai fui? Où est-ce que j'ai fait l'autruche? Ouais, Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Et merci elle. Merci elle. Et encore une fois, moi j'aime bien. Il y a une notion en PNL que j'adore, j'utilise beaucoup avec mes clients, moi, je renomme les choses, je change les choses. Mais mm, si le mot mort vous gêne, bah, appelle-la autrement, comme tu disais tout à l'heure, le voyage, l'étape d'après, là. Si ça permet, encore une fois, juste de descendre le côté émotionnel du truc et de vous remettre tout en gardant quand même le. Attention, il y a un moment, l'épisode terrestre, il va s'arrêter, quoi. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, celui-ci, c'est sûr qu'il aura une date de péremption oui, et qui peut arriver plus vite que prévu. Bah, non, la mort, elle a cette beauté-là. oui, c'est puissant. C'est puissant, en fait, c'est trop dommage de la fuir. Le fait de fuir ces discussions importantes qu'on doit avoir avec soi-même. Parce qu'une fois qu'on les a eues avec soi-même, en fait, on est très à l'aise, enfin, beaucoup plus à l'aise avec la vie, on est beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré, beaucoup plus dans qui on est. Et on est aussi beaucoup plus à l'aise pour accompagner les autres qui sont confrontés à la mort, à un mort d'approche. Souvent, en fait, les gens, ils sont super gênés, ils sont... Hmm. et voilà, en fait, c'est pas que je suis pas gêné, c'est que quand quelqu'un me lance ça, je prends du temps, je me décontracte physiquement, en fait, et je me connecte avec la personne. Et je lui dis une phrase toute simple, ou voilà, que je trouve à l'intérieur de moi, en me disant que je pense à toi, ou je prierai pour toi, ou je prierai pour ta famille, ton père, ta mère, ou ton, voilà, ce qui est la personne. Et en fait, ça donne beaucoup plus de sérénité dans la mort qui arrive. Pas Hmm. forcément en soi, parce que souvent on est gêné par la mort des autres, on ne sait pas quoi dire. Ah, je suis désolé, enfin, voilà. On ne sait pas quoi dire. En fait, souvent, enfin, parfois, il suffit juste de rien dire et d'être là. Ou de poser une main sur un avant-bras, sur une épaule, dans le dos, d'être là. Et dire, bah, en fait, je suis un peu gêné et je suis un peu confus et je comprends quelle est ta douleur et essayer de comprendre, de dire des choses simples qu'il faut pas dire précipitamment, en fait. Et en fait, cette confrontation à la mort, elle nous ramène dans une réalité profonde. Qui fait qu'on on va pas être léger, on va pas. Voilà, mais en fait, on va pas non plus rentrer dans un mélodrame. Ça fait partie de la vie. Et c'est du coup, qu'est-ce qui est important?
la mort vient de nous d'apparaître dans notre vie. Qu'est-ce qui est important à ce moment-là? Hmm. Ah bah ça, armer le projecteur au bon endroit, hein. Elle est incroyable là-dessus. Et je sais que moi, toi, ça a été des discussions qu'on a avec mon épouse, puis avec des thérapeutes avec qui on bosse aussi et tout, de dire, tiens, par rapport aux enfants, tu vois, c'est quoi les discussions à avoir avec les enfants sur la mort et tout. Et en fait, c'est aussi la beauté du voyage, comme tu disais tout à l'heure, toi, avec Madagascar. Mais ça, quand tu voyages, ça te permet aussi d'être confronté à d'autres cultures, d'autres approches, d'autres façons de voir. Et je me rends compte que c'est très français aussi, tu sais, de sacraliser la mort comme quelque chose de très sombre, tabou, qu'il faut pas parler ou quoi. Par exemple, là, on déménage en Guadeloupe et tu vois, je vois que ça reste la France, mais c'est vrai que sur les Caraïbes, tu vois, la mort est un sujet beaucoup moins tabou, beaucoup plus festif. Mm. Tu vois, là, les enterrements, et oui, tu as des enterrements classiques, mais tu as quand même des veillées avec de la musique, la bouffe, on célèbre ce qu'on a vécu avec la personne, on danse, on chante, tu vois, en fait, il y a. Et puis dans d'autres pays, on célèbre ça. Tu disais tout à l'heure aussi à Madagascar comment ça se passe. Et je me rends compte que, enfin, voilà, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je sais qu'avec mes enfants, moi, depuis le début, c'est pas un sujet que j'ai eu envie de fuir. Tu vois, ils posaient des questions sur leurs grands-parents, pourquoi ils sont plus là, et puis gna gna, et puis quand ils ont vu des gens partir autour de nous aussi. C'est là où moi, on m'avait préservé de la mort. Tu vois, on m'emmenait pas aux Mm. enterrements, Ouais. on en parlait pas et tout, machin. Tu sais, c'était un peu le sujet des adultes et qui te programme à te dire, oh, ce sujet-là, il doit puer du cul pour qu'on nous en parle pas, tu vois, et que, tu vois, Ouais. ah ouais, c'est si dur que ça, la mort, tu vois. Mm. C'est vraiment un truc que je veux pas pour mes enfants. Moi, je veux vraiment apprendre à se lâcher la grappe avec ce sujet. Ouais, Oh. c'est hyper important. J'ai une autre anecdote qui m'est arrivée en Polynésie française. Moi, j'ai vécu en Polynésie française, à Tahiti, qui est mon lieu de naissance. Je suis pas resté très longtemps, mais j'y suis retourné après. Et le 1er novembre, les familles se retrouvent au cimetière et ils vont pique-niquer sur les tombes. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un pique-nique, Ouais. et puis ils sortent du pinard, et puis ils sont sur les tombes, et ils sont assis sur les tombes, et ils sont en train de discuter avec la famille, puis ils sont avec les morts. C'est la fête des morts, en fait. Ouais, bah Et comme c'est au Mexique aussi qu'ils font ça, la fête des morts, là. ouais. Ouais, ouais, c'est. Bah Ouais, oui, par mais. exemple, la Toussaint, bah, Halloween. Halloween, c'est quoi? C'est la fête des morts. Ouais. Et la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Donc, c'est la fête de tous ceux qui sont morts et qui sont saints. Et, et en fait, le fait de se dire que bah, on va aller pique-niquer en famille au cimetière, en France, Ah bah là, tu les perds, là. ouais, c'est sûr. Et voilà. Après, il y a peut-être aussi une différence dans même l'approche du cimetière en lui-même. C'est vrai que tu rentres dans un cimetière, tu vois, moi, je vois en Guadeloupe, les cimetières, tu as envie d'aller les visiter. Ils sont beaux, c'est décoré, c'est. Enfin, pas tous, hein, mais une partie, tu en as un qui est très connu, comment on appelle ça? J'ai perdu, j'ai perdu le nom. Ah, je crois que c'est à Mormalo, il me semble, qui est un cimetière qui est très connu et qui est beaucoup visité parce qu'il est vraiment très beau. Et, euh, mais en France, effectivement, t'as pas vraiment envie d'aller pique-niquer dans un cimetière, quoi. Quand tu vois là, c'est lugubre, c'est les pierres grises, c'est. Ouah. Ah, t'as des cimetières qui sont très beaux. T'as les cimetières militaires en particulier. Oui, mais voilà, J'ai encore j'ai une une fois, autre, j'ai les une autre cimetières anecdote comme militaires, ça. ouais. Les cimetières militaires avec les croix qui sont alignées. Ouais, mais les cimetières militaires, ils sont vachement basés. Souvent, c'est souvent les États-Unis avant ou qui avaient mis un peu leur grain de sable là-dedans, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas à l'image de la France en vrai, quoi. Enfin, du Non, moins c'est du vrai. rapport de la mort en France, quoi. Mais il y a des cimetières militaires un petit peu partout en France avec des croix qui sont alignées et des noms qui sont dessus. Et je me souviens d'une commémoration qu'on avait fait pour une bataille auquel mon régiment avait participé pendant la Première Guerre mondiale. Et, et on avait fait une cérémonie militaire et j'avais dit à mes hommes, éparpillez-vous dans le cimetière et choisissez un binôme. Choisissez un binôme, donc on passe, on voit les noms, on voit les dates de naissance, on voit. Donc il y en a qui cherchaient quelqu'un qui avait son âge. Il y en a qui cherchaient quelqu'un qui avait un nom d'une consonance soit similaire, soit complètement différente de la sienne. Et, et puis à quelques-uns, j'ai pas pu le faire à tous. Je commandais une centaine de personnes. Je leur ai demandé pourquoi tu as choisi ton binôme? C'est quoi ce qui t'a incité à le faire? Et il y avait plein de réponses différentes. Et toute la cérémonie, ils étaient avec leur binôme.
au pied de la croix, une cérémonie militaire. Donc j'avais toute ma compagnie qui était éparse. Et, euh, et on a monté le drapeau français. Et voilà. Et c'est aussi une façon de prendre conscience que, d'une part, on a un métier en tant que militaire qui est confronté à la mort. Et, euh, et aussi que la mort est avec nous et qu'on a un devoir de mémoire et d'avoir les morts sont encore présents puisqu'ils sont là ils sont là pour Pérus suivante. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas, mais ils sont peut-être aussi là pour veiller un petit peu sur nous. Hmm. Encore une fois, donner du sens. Magique. Merci, mon Rodolphe. On va arriver à la fin. Ouais, merci Je vais te Julien de laisser m'avoir invité. bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis, ça fait du bien d'avoir ça. Enfin, vous nous direz en commentaire, hein, mais en tout cas, moi, je trouve que ça fait du bien de reparler de ces sujets-là et puis avec beaucoup de légèreté. Et je vais te laisser le mot de la fin. Je vous rappelle juste, les amis, que Rodolphe vous a généreusement offert une place pour son prochain événement là, le 1er, 2 et 3 avril, c'est ça? Oui, Hein, départ de Marseille sur son bateau, 3 jours. Ça sera tiré au sort le 2 décembre. Donc, pour vous inscrire sur mon-du-6 capitaine.com/kiff, K-I-2-F-E, et il y aura le tirage le 2 décembre. Et merci encore, Rodolphe, pour ça. Encore une fois, peut-être que j'y serai. Je vais faire vraiment mon possible pour y être. Ça me fera vraiment plaisir de découvrir ton univers. Et je te laisse le mot de la fin pour nos auditeurs. alors, le mot de la fin. Il y a il y a la joie de l'âme et dans l'action, ça c'est un adage dont j'ai déjà parlé, mais il y a un truc dont j'ai pas parlé, qui est mon mantra. C'est la vie est simple, c'est juste que c'est pas facile tous les jours. Et souvent, on regarde quand on regarde rétrospectivement tout ce qui nous est arrivé dans la vie, tous les problèmes qu'on a eus et les solutions qu'on a mis en face, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une simplicité mais biblique. C'est juste que ça n'a pas été facile de faire tout le chemin. Donc, quand on a des difficultés, on se dit, où est-ce que je complexifie les choses? Où est-ce que je... Mais le problème est si on peut mettre en perspective le fait qu'on va mourir bientôt le plus tard possible, je vous le souhaite. Mais du coup, ça permet d'enlever toutes les fioritures et tous les trucs qui polluent et qui enlèvent toute cette simplicité qui est la vie. La vie est Mm. simple, c'est juste que c'est pas facile tous les jours. J'aime beaucoup ce mantra parce qu'en plus, il est dans mon livre Science et Kiff. Il y a une partie, un moment où la vie est simple mais pas facile. Et où j'avais mis ce schéma que j'adore, qui est la vie est simple. Es-tu heureux? Oui, continue. Non, change quelque chose. Et pour moi, tiens. Et le pas facile, il est souvent dans le non, changer quelque chose, là. Mais oui, j'aime beaucoup ce mantra et merci de le rappeler. C'est- Ah, et une dernière image, qui est une image de Snoopy. Tu connais Snoopy? Ah ouais, le chien, là, ouais. Voilà. Snoopy, c'est cette image de Snoopy qui est en train de discuter avec le petit garçon, je me souviens plus comment il s'appelle. Le petit garçon dit Snoopy, tu te rends compte, c'est affreux. Un jour, on va mourir. Et Snoopy qui le regarde, il dit, ça veut dire que tous les autres jours, on va vivre? Ah, magnifique. Génial. Magnifique. Rien de plus à ajouter. Masterclass en 2 mots. Merci Rodolphe. Merci Julien. Et puis bah, belle vie à tous, hein, les amis. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et allez voir mon-du6 capitaine.com/kiff pour rencontrer Rodolphe très bientôt probablement. Allez, gros bisous à tous.